Bonjour à tous, bienvenue à cette session intitulée « Transformation de la filière image, regard du réseau Primi sur les besoins et formations ». Je suis ravi de l'animer et de vous accueillir. Je suis Frédéric Chambon, le délégué général de Primi. Primi, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le cluster régional des industries créatives et de la filière image. J'ai le plaisir et l'avantage d'avoir avec moi 3 adhérents Primi, qui seront bientôt 4. Stéphane Salor de l'ESDAC nous rejoindra pour un regard croisé et un retour d'expérience à la fois sur les thématiques formation initiale, besoins, compétences et le volet plus insertion professionnelle, formation continue sur cette industrie. Je vais vous les présenter rapidement par rapport à la proximité immédiate. J'ai Rémi Adjiman, qui est directeur département Satis, donc on est sur de la formation. J'ai à ses côtés Marie Picard, elle qui est directrice adjointe d'Urban Prod. Et puis nous avons aussi Octavie Fink, qui est chef de projet chez Boréal Innovation. Et là, on est plus aussi, comme Marie, sur le versant insertion professionnelle et monde de l'entrepreneuriat. Et donc, Stéphane nous rejoindra avec ses fonctions de directeur de l'ESDAC, aussi sur le versant formation initiale. L'idée, c'est de regarder un peu où en est cette industrie qui est complètement mouvante, en pleine transformation, avec la dynamique numérique, évidemment, et tous les impacts que ça peut avoir. À Primi, on le voit très bien en tant qu'animateur de l'écosystème. On a été commissionné il y a 1 an et on continue ce travail par la Maison de l'Emploi sur justement une cartographie des emplois, des compétences et des métiers. Donc on voit très bien que c'est complètement mouvant et que les acteurs de la filière classique, audiovisuel, image, sont complètement dans des logiques de convergence et de transversalité par rapport à plein de frontières qui bougent, y compris sur le versant industriel. On le voit beaucoup chez nos adhérents. On est de plus en plus dans des dynamiques de production de contenu pour du corporate ou des besoins, même industrie lourde, type réalité virtuelle, des grands comptes, des grands groupes. Donc tout ça, évidemment, entraîne tout un bouleversement des métiers, des compétences, des besoins. On est quand même dans une région forte sur le point d'accroche classique audiovisuel. C'est la 2e région au niveau national de tournage de contenu télé. Voilà, un indicateur important à avoir en tête. Donc on est dans une dynamique quand même forte. On est, quelques chiffres aussi, on est sur un territoire dans ces industries qui représente 12 000 établissements, 13 000 emplois et en gros 3 milliards de chiffre d'affaires. Donc voilà, ça pèse, ça bouge, c'est dynamique. Mais il y a cette transformation et l'idée c'est de voir avec notre panel qu'est-ce que ça veut dire concrètement en termes d'emploi, de besoins et de compétences. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Rémi. Rémi, en tant qu'acteur de la formation initiale, comment vous faites justement pour adapter avec votre public étudiant la donne en termes d'offres de formation, de compétences sur le marché, et notamment par rapport à l'enjeu nouvelle techno et tout ce que ça implique dans l'univers numérique? Je vais juste préciser en 1 seconde peut-être ce qu'est le département Satis. C'est un département universitaire qui dépend d'Aix-Marseille Université, qui forme à un niveau licence 3, plus master, donc 3 années si vous voulez, licence 3, master 1, master 2. Au métier de l'audiovisuel, très rapidement, il y a 5 parcours, un parcours prise de vue, un parcours montage et post-production, un parcours son à l'image, un parcours métier de la production et de la réalisation, et un parcours très récent qui est en cours de développement, qui est musique pour l'image. Donc 5 parcours différents pour les étudiants, ça représente 45 étudiants par promo et 3 années, 135 étudiants à peu près, qui est implanté à Aubagne. Voilà, je termine sur cette présentation. Alors pour vous parler des nouvelles technologies, je dirais qu'à la fois on est évidemment dans une préoccupation permanente de les intégrer au cursus, parce que effectivement, comme Frédéric l'évoque, le son 360, la VR, etc., on ne peut pas évidemment s'y soustraire. Et finalement, pour nous, c'est une sorte de prolongement de ce qu'on a pu appeler l'interactivité à l'origine et le transmédia encore récemment. Voilà. Donc, évidemment qu'on se soucie de cette question-là.
Et en même temps, en tant que département universitaire, on se soucie aussi des fondamentaux. Ça veut dire que, quoi qu'il en soit, on ne peut pas imaginer qu'un étudiant soit opérationnel simplement si il est aguerri aux nouvelles technologies. Donc ça veut dire que les fondamentaux, pour nous, c'est des questions de sémiologie fondamentale, sur savoir faire un montage, savoir construire une bande sonore, savoir cadrer, quelle est la grammaire de l'image, des choses comme ça qui sont absolument essentielles. Ça n'est qu'après, finalement, qu'il y a un accès, je dirais, aux outils. D'ailleurs, en licence 3, ils sont sur des formations assez fondamentales pour pouvoir, en master, travailler sur des projets. Et finalement, ces logiques de projet nous ont amené à introduire des enseignements qui correspondaient précisément au manque pour pouvoir mener ces projets. Ça veut dire qu'on n'a pas toujours été dans une espèce de volonté d'aborder absolument tout de manière systématique et extrêmement structurée. Mais des fois, on a apporté des contenus aux enseignements, on a rajouté des enseignements pour pouvoir être sûr que les étudiants vont être opérationnels sur la conduite des projets. Parce qu'une des particularités de Satis, c'est qu'il y a beaucoup de projets. Voilà, les étudiants sont très impliqués sur des projets. Et est-ce qu'on voit justement dans cette logique de projet émerger des besoins de nouvelles compétences, de nouveaux métiers? Est-ce qu'il y a des trous dans la raquette à la fois dans l'offre de formation, mais j'imagine que non, vous les comblez, mais aussi par rapport aux besoins de la filière en package? Je pense à la post-production par exemple, ou à la production déléguée. Alors, là on est vraiment dans des questions de développement économique local. Effectivement, Frédéric évoquait la question des tournages, qui est pour nous quelque chose d'assez exceptionnel ces 10 dernières années, parce que l'évolution a été absolument magistrale. D'autres stats, je crois, on a toujours été deuxième effectivement en PACA depuis une quinzaine d'années au moins, voire plus. À ceci près qu'à Paris, je crois qu'il y avait 800 tournages, et qu'en PACA, il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, il y en avait 200. Et Paris est toujours à 800, mais on est à 600. Donc ça veut dire qu'en fait c'est assez prodigieux la quantité de tournages et de besoins qui existent pour des techniciens de plateau tout simplement, pour des techniciens de plateau. Donc tout ce qui concerne les électros, les machinaux, la prise de vue, le son, etc. Là il y a une demande absolument phénoménale. Alors les trous dans la raquette en termes de développement économique à l'heure actuelle, ils sont assez simples. C'est qu'en post-production, il y a très peu de choses. C'est-à-dire que les étudiants qui font montage et post-production, qui vont se spécialiser sur toutes les suites Creative Cloud d'Adobe, etc., After Effects et toutes ces applications-là, eux, ils ont très très peu de chances de travailler ici. Ils vont quasiment être obligés d'aller à Paris parce qu'il y a très peu de choses, et c'est pareil évidemment dans un domaine que je connais encore mieux, qui est celui de la post-production sonore, du montage son et du mixage, où là il y a quelques prestataires ici, mais je veux dire souvent des anciens étudiants qui ont monté des structures du reste, mais voilà, ça reste relativement marginal, il n'y a pas une industrie forte là-dessus. Alors c'est complètement corrélé à la question de la production déléguée. Ça veut dire qu'en fait, ici, il y a beaucoup de tournages qui s'organisent, donc beaucoup de productions exécutives qui organisent des tournages pour des producteurs parisiens qui ont trouvé des financements et qui ont envie de tourner ici parce qu'on tourne beaucoup dans le sud, et qui donc mobilisent une société de production locale pour organiser ces tournages ici. Mais en fait, c'est pas la société qui a monté le projet, qui a obtenu les financements, qui a mobilisé un auteur et un réalisateur et qui a mis en place le projet. Ça manque aussi. C'est-à-dire qu'il nous manque alors, de plus en plus, il y a quelques structures qui se mettent à émerger, mais ça reste encore très très limité. C'est-à-dire que très concrètement, pour qu'on puisse avoir plus de post-production ici, il faut qu'on ait plus de production déléguée, c'est-à-dire des monteurs d'opérations, qui en même temps sont ceux qui recrutent les réalisateurs. Et au final, quand on a un producteur et un réalisateur, ici, eh ben, il n'y a pas de raison que le montage ne se passe pas ici. Par contre, si évidemment c'est à Paris que les choses se sont mises en place, eh ben, de fait, le projet remonte à Paris une fois qu'il a été tourné ici, parce que le montage va durer plusieurs semaines et il n'y a aucune raison qu'il soit là. Donc voilà, c'est un peu notre analyse à l'heure actuelle. D'accord, c'est très clair. On peut enchaîner avec Marie qui justement, elle, a une double casquette, Urban Prod, qui fait de la prod, qui fait de la production, et puis qui fait aussi de l'action insertion professionnelle. Donc Marie, est-ce que tu peux un peu compléter et apporter ton regard par rapport à ce que vient de dire Rémi ?
Alors je partage tout à fait ce qu'a dit Rémi. C'est vrai que donc nous on intervient surtout sur le champ de la production exécutive, un tout petit peu de production déléguée, et on accompagne maintenant dans la formation continue un certain nombre d'acteurs par un process un peu exceptionnel qui est le financement par un groupement d'intérêt public de la Grande École du Numérique. C'est une labellisation qui a lieu sur l'ensemble du territoire, en majorité plutôt pour développer les métiers autour du code, et nous défendons actuellement une formation qu'on a appelée Image 2.0, avec l'idée d'accompagner les professionnels dans la mutation de l'usage des images, que ce soit la vidéo 360, le drone, et tant d'autres nouveaux usages. Ce qui nous fait réfléchir particulièrement en ce moment là-dessus, c'est parce que nous-mêmes, employeurs, en fin de compte, on s'est rendu compte que les personnes qui travaillent l'image aujourd'hui ont pour la plupart une formation traditionnelle qui devait évoluer pas simplement en termes de fabrication d'images, mais aussi parce que les contenus, la diffusion finalement aujourd'hui se fait de multiples manières. L'image web ne se travaille pas comme l'image cinéma ou comme l'image télévision, et donc aujourd'hui il nous manquait finalement des acteurs et des professionnels dans ce secteur. On ouvre des formations qui sont relativement longues, hein. Là il s'agit de 7 mois de formation à 35 heures semaine, donc des formations qui vont permettre d'accompagner à la fois des jeunes professionnels qui ont besoin d'un complément en ce sens, mais aussi des professionnels confirmés qui finalement sentent le métier évoluer et savent pas exactement vers où se tourner, quoi. Après, je partage aussi ton point de vue sur la question de la production déléguée qui aujourd'hui, dans les voies traditionnelles, a besoin effectivement de s'ancrer en région, mais aussi dans les nouveaux médias finalement, où effectivement on a toujours cette question de définition qui reste un peu complexe. Est-ce que c'est du transmédia ? Est-ce que c'est vraiment, ça génère vraiment de l'interactivité ? Mais en tout cas, on peut dire que les canaux de diffusion là-dessus sont nouveaux et qu'on a du mal à les appréhender en dehors de Paris. Donc comment est-ce que demain finalement les nouveaux médias vont pouvoir faire résonance ici au niveau territorial? C'est aussi des nouveaux modes de financement, des nouveaux partenaires qui se créent, et là-dessus c'est vrai qu'Urban Prod essaye d'apporter en tout cas sa pierre à l'édifice dans des approches un petit peu transversales qui permettent aussi d'accompagner finalement les personnes qui travaillent dans ces secteurs tout au long de leur carrière, parce qu'on se rend compte que voilà, en 10 ans, le secteur a complètement été transformé. Certes, il va peut-être pas subir une transformation de la sorte dans les 10 prochaines années, mais il va falloir quand même ancrer ces métiers de façon solide pour que à la fois on ait des productions de qualité, mais aussi que les personnes qui travaillent dans ce secteur se sentent évoluer avec le secteur et qu'on puisse avoir des créations effectivement de qualité, quoi. Mais est-ce que toi, tu vois de ton point de vue, avec ce public, de nouveaux métiers ou des transformations de métiers qui correspondent à des besoins Très clairement, hein, aujourd'hui, nous... qu'il s'agisse de professionnels de la production déléguée ou qu'il s'agisse de quelqu'un qui vient simplement utiliser l'image comme outil de communication pour faire avancer son entreprise, on a tout de suite des demandes qui sont liées finalement aux nouveaux médias. On vient nous chercher pour une diffusion web, on vient nous chercher sur des formats courts, on vient nous chercher pour des images drones, parce que finalement... même les plus éloignés du secteur ressentent qu'aujourd'hui on ne peut plus fonctionner comme avant avec des démarches traditionnelles. Alors parfois il y a aussi finalement ces secteurs-là sont accompagnés en fait parce qu'ils savent pas on ne sait pas écrire un cahier des charges en la matière. Voilà, bien souvent on vient nous voir, on nous dit on veut faire le buzz. Bon, derrière il faut quand même un petit peu détailler ça, comment ça se met en place, etc. Mais c'est aussi des nouvelles approches dans l'écriture tout simplement. Et ça, l'écriture, ça reste, c'est pas extraordinaire en termes d'image, mais par contre si on modifie pas nos manières d'écrire, en fait on modifiera pas nos manières de traiter l'image de demain, quoi. Et ces gens qui ont ces nouveaux besoins sur les nouveaux médias, c'est quoi concrètement comme secteur? C'est le tourisme, c'est de l'industrie, c'est un peu tout ça? C'est le tourisme, c'est l'industrie, c'est les secteurs culturels qui se transforment aussi et qui ont besoin finalement de renouveler leur image auprès des publics, qui aujourd'hui se sentent...
un petit peu éloignés et qui se questionnent sur la façon dont ils ont envie d'avancer. Et puis, oui, effectivement, des secteurs de l'industrie beaucoup plus traditionnels qui ont envie aujourd'hui d'avoir une visibilité en ligne plus forte, plus proche de leur communication. Et puis, les secteurs de la communication en général aussi évoluent dans le sens où aujourd'hui, on vient nous chercher sur de la com externe, mais aussi sur de la com interne et avec une vraie volonté de générer derrière une communauté. C'est pas pareil un spectateur et une communauté. On n'écrit pas pareil pour un spectateur et pour une communauté. Et là, effectivement, on sent que la filière image, elle est percutée dans son ensemble de l'écriture à la post-production, parce que aussi le traitement de la post-production, le motion design qui est très important finalement dans la diffusion en ligne, aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus, je pense. D'accord, je vais peut-être passer la parole à Stéphane Salor, qui nous a rejoint, parce que tout ça, ça rejoint un peu le cœur d'activité de l'ESDAC, d'une certaine manière, avec des métiers justement qui sont un peu pivots sur le graphic design, etc. Et puis l'idée de trou dans la raquette qu'on évoquait tout à l'heure sur le spectre de la filière image dans l'écosystème local. Et peut-être tu peux nous parler de ce projet d'école jeux vidéo animation qui correspond peut-être à un besoin et un de ces trous dans la raquette, et donc un appel d'air de nouveaux métiers ou de besoins de compétences et d'emploi, évidemment. Merci Frédéric. Mais l'un amène l'autre. Et je vais à la fois répondre et puis prolonger votre propos extrêmement riche et puissant. Le premier aspect, c'est que la digitalisation concerne maintenant tout le monde. Voilà. C'est-à-dire, pendant longtemps, on s'est dit, c'est certains secteurs de la communication pure ou de l'image pure, donc de gens qui avaient ça en cœur de métier, qui étaient concernés. Ça, c'est terminé. Pourquoi ? Puisque vous avez deux phénomènes qui viennent tout surplomber. C'est d'un côté l'émergence de stratégies data, et de l'autre côté, c'est maintenant la préfiguration des stratégies globales d'intelligence artificielle. Et ça, ce sont des manières opérationnelles, déjà en cours aujourd'hui, massives, assez vite, qui s'imposeront très naturellement, je pense, à tout le monde. Qui sommes-nous ? Nous, on est une école qui prépare à des diplômes d'État en BTS, en titres certifiés qui sont les nôtres, certifiés par l'État, mais portés par nos écoles en design graphique, multimédia. Alors qu'une formation en design graphique n'est pas une formation numérique du tout. C'est une formation qui a un énorme aspect académique, qui cherche d'abord à générer la créativité personnelle, manuelle, intellectuelle de l'étudiant. En gros, l'accaparement de l'ensemble des bases artistiques, pour que ensuite le passage, notamment dans le BTS design graphique multimédia, qui est multimédia par nature, mais en deuxième année, la première année étant généraliste, avec le print aussi, qui sont les deux branches du design graphique, pour qu'effectivement le transfert technologique, avec l'ensemble des médiums dont vous venez de parler, se fasse de manière fortement cognitive. Autrement dit, pour ne pas inverser le rapport de force avec une technologie qui domine finalement le travail de l'opérateur, mais une créativité qui commande et qui contrôle. Donc ça déjà, sur le plan de la sémantique et de la qualité finale de restitution, les choses sont très importantes. Je vais caricaturer pour que tout le monde comprenne. Quelqu'un qui utilise uniquement Photoshop, qui n'a jamais dessiné de sa vie, va faire de très belles choses. Mais quelqu'un qui sera passé avant par une phase créative personnelle va avoir des coefficients d'évolution, de qualité beaucoup plus importants. D'accord ? Donc autrement dit, on reste encore dans une époque, espérons-le qu'elle dure, où la supériorité du cerveau humain créatif l'emporte sur le médium technologique. Non, mais tout ce que j'ai dit au début, malheureusement, j'y tiens parce que ce sont des choses qui vont maintenant nous plomber et un peu nous surplomber. Aujourd'hui, on travaille dans diverses pistes. Une piste très importante, c'est bien sûr le UX design. Le UX design qui est le design de l'expérience utilisateur, qui nous amène là à l'ensemble des univers connectés, à l'ensemble des univers visuels, pour développer leur accaparement par l'utilisateur, intuitif, émotionnel, voire affectif, c'est-à-dire l'évolution de tout l'accaparement et de toute l'immédiateté qu'on a avec nos écrans et finalement avec nos images.
Le deuxième point, c'est également tout ce qui concerne l'image d'animation, la VR, donc la réalité virtuelle, et l'ensemble du croisement de tout ça. Et pour pas faire trop long, en tant que pédagogue, chef d'établissement, on se rend compte que finalement, une dynamique de la spécialisation ne doit finalement plus arriver trop tardivement. Autrement dit, sinon on fait 15 ans d'études, hein. Voilà, c'est parti pour une infinité. Il faut en réalité assez tôt commencer à préfigurer 3 univers, d'où le nouveau projet pédagogique que nous portons avec l'ESDAC sur Marseille, avec d'un côté ceux qui veulent vraiment se consacrer à la BD, à l'illustration, au manga, à la pop culture, comme on dit. De l'autre côté, ceux qui sont réellement dans le game design, le jeu vidéo, l'ensemble de ces stratégies où là, l'interaction est à son maximum. Et enfin, le troisième pôle, c'est bien sûr l'ensemble des univers de l'animation, avec en plus maintenant l'interaction avec la réalité virtuelle. Et vous avez là un paquet assez large, où il peut y avoir des modalités d'année 1 à année 5, c'est un cursus qui va être prévu sur 5 années, avec des transferts, des orientations et des modes, on va dire, pour affiner certains usages et certains comportements aussi. Le but étant quoi? Toujours le même pour une école. Soit les gens créent leur activité, soit ils trouvent un job, soit ils s'associent, soit ils arrivent en tout cas à voir assez vite pendant leurs études, au milieu des études c'est bien, la manière d'en sortir favorablement pour eux, parce que là du coup ça fait changer le sens des études et ça commence à profiler la partie professionnelle qui je pense dans nos affaires doit être très importante. Je termine en disant que soit il y a hyper prégnance avec une vraie connaissance à la fois technique de ce qui se passe quasiment en temps réel. Tout évolue tellement vite, il faut agir sur du temps réel. Et ça, pour moi, c'est une donnée aujourd'hui très claire. Mais en même temps, il doit y avoir la maîtrise d'un savoir-faire personnel, d'une singularité et d'une appropriation aussi relativement intellectuelle de tout l'espace créatif. Alors, ça fait beaucoup de choses, mais je vais... J'ai fait court. Hein. Voilà. Oui. Pour mon en temps limité, que en plus je suis en retard et je m'en excuse. Non, je rebondis sur l'aspect professionnel, ça va se faire la transition avec Octavie, mais aussi sur le besoin. Si vous lancez à l'ESDAC tout ce champ-là que tu as mentionné, c'est que ça correspond à un état du marché, à des besoins, à cette idée qu'on disait de trou dans la raquette dans l'écosystème local. Quelle est l'analyse qui a précédé cette volonté de créer une nouvelle offre de formation et de compétences? D'abord, dans notre région, il faut savoir qu'en matière de système éducatif sur ces sujets-là, il y a de la compétence, il y a de l'idée, il y a des filières, il y a un certain nombre de choses. Je ne vais pas dire ça à côté de mon ami. Je relativise et on ne fait pas la même chose en plus. Mais ça existe. Tu fais partie, avec le Satis et les autres collègues d'ailleurs du PRIMI de cet écosystème. Qu'est-ce qu'une métropole aujourd'hui dans sa capacité à intégrer les mécanismes de production et de représentation culturelle de l'espace social ou de l'entreprise? On peut parler d'espace culturel de l'entreprise dans sa représentation. Demain, si elle n'a pas ce vivier de compétences et qu'elle se contente somme toute soit de l'importer, dans le meilleur des cas, soit de voir ces entreprises partir, dans le pire des cas. Premier point de l'analyse, la PACA, c'est le ventre mou de la France. Et les chiffres, non seulement du PRIMI, mais du syndicat national des jeux vidéo, sortez tous les rapports, regardez les études. Ici, il ne s'est jamais rien passé. Alors, il ne se passe rien. Il se passe un petit peu des petites choses à Montpellier, il s'en passe des pas trop mal à Lyon, tout est à Paris. Et après, vous avez des trucs à Londres, en Belgique aussi. Les Belges sont assez proactifs. Mais ici, on dirait vraiment, c'est la théorie de l'entonnoir, mais vraiment par le fait que ça se vidange, quoi. Donc déjà, il faut répondre à un repositionnement parce que les industries créatives sont là, elles ont besoin de compétences. Et de toute façon, notre écosystème va devoir, et il le sait, se mettre aux normes en matière de production de compétences. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est pas seulement le marché. C'est que moi, je fais une partie des entretiens d'intégration moi-même de nos établissements.
la jeunesse, elle sent tout ça. Elle le sait. On n'est plus sur un aspect totalement intuitif. On est aujourd'hui sur des jeunes gens, dès l'âge de 15 ans, 16 ans, qui commencent à comprendre quand même assez vite et assez bien tout ce qui se passe. Et ceux qui sont, puisque c'est une génération native, donc digital native, donc ils sont habitués à beaucoup de choses, ils ont des informations. Ils voient les choses se produire. Ils veulent être très vite acteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une pédagogie qui ne confond pas dès le début l'académique, l'apprentissage, avec l'opérationnalité, parce qu'on est face à une envie de faire, face à une envie d'agir, est un peu à côté de la plaque, en tout cas dans nos domaines, sur lesquels la société exerce une pression énorme. Que ce soit mes enseignants ou que ce soit notre carte pédagogique, je peux vous dire, on n'a pas intérêt à oublier un certain nombre d'interactions technologiques ou environnementales avec notre écosystème d'entreprise France, parce que nos étudiants sont bien conscients de ça. D'accord ? Très bien, merci Stéphane. Ça fait donc la transition avec Octavie de Boréal Innovation. Octavie étant pour le coup complètement en prise avec le monde professionnel et le marché, et dans cette interface compétences, métiers et besoins, notamment par un mécanisme qui s'appelle le CAP, le contrat CAP qui concerne les étudiants et comment les aider à devenir entrepreneurs dans ces secteurs, notamment du numérique. Donc, qu'est-ce que ça vous donne un peu comme regard sur l'évolution des choses et les besoins et l'offre par rapport à ces besoins ? Je vais peut-être un petit peu préciser juste avant ce qu'est exactement une coopérative d'activité et d'emploi. On m'entend mieux. Parce que c'est vrai que c'est un concept et un modèle économique qui n'est pas encore très connu. Donc en fait, Boréal, c'est une coopérative d'activité et d'emploi qui est dédiée au métier du numérique, de la communication et du multimédia. L'objectif, c'est de permettre de tester et de développer son activité au sein de la coopérative sans s'immatriculer, en étant salarié, en bénéficiant d'un accompagnement personnalisé, mais aussi en étant au sein d'un réseau de professionnels donc, de ces filières-là. Donc effectivement, l'idée c'est de faire le lien entre la formation et le marché de l'emploi, parce qu'on se rend compte qu'effectivement la génération qui vient a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, et que c'est important effectivement de pouvoir le tester, de pouvoir tester son activité, donc d'entreprendre de façon autonome tout en étant quand même dans un cadre sécurisé, et c'est ce que permet donc ce CAP, le contrat d'appui au projet d'entreprise, qui permet de tester son activité sur une durée d'allant jusqu'à de 3 mois à 3 ans, donc qui permet de vraiment voir si l'activité est viable ou pas. C'est un contrat très flexible qui permet vraiment de sortir. Donc si on a envie de créer, si on trouve un emploi salarié ou de changer, c'est tout à fait possible de changer très rapidement. Mais c'est aussi possible de rester au sein de la coopérative en passant entrepreneur salarié, donc ce qui permet aussi d'allier encore l'idée d'avoir un cadre sécurisant, puisqu'on bénéficie donc de tout l'avantage de l'emploi salarié, tout en étant son propre chef d'entreprise. Et donc, ça vous donne un poste d'observation un peu privilégié. Et donc, je reviens à cette idée de comment vous voyez l'évolution des choses. Est-ce que les gens que vous accompagnez, ils arrivent à se positionner dans cette nouvelle économie, dans ces nouveaux médias ? Est-ce qu'il y a un modèle économique quand on est entrepreneur et qu'on se lance là-dedans ? Est-ce que la région est à la traîne ? Est-ce que ça bouge ? Comment vous voyez ça ? Alors, c'est vrai qu'on voit 2 aspects qui se dégagent. Donc l'entrepreneuriat est vraiment à la hausse, mais ça peut être un entrepreneuriat choisi ou un entrepreneuriat subi. Donc ce qui permet, en fait, la coopérative, c'est vraiment une idée de répondre à ce besoin pour accompagner les personnes qui ne sont pas forcément... Tout le monde ne sera pas entrepreneur, tout le monde n'a pas cette volonté. Donc c'est aussi pour apporter une certaine sécurisation au parcours. Mais effectivement, il y a vraiment, au niveau des nouvelles formes de travail, de plus en plus d'entreprises, notamment des agences de communication, qui recrutent maintenant complètement en freelance. Il y a vraiment de moins en moins aussi d'emplois en fait, sur ce secteur-là. Donc il y a un besoin de répondre à cette problématique-là et d'accompagner donc, ces personnes dans leur lancement de l'activité. Mais les industries créatives ont été un peu précurseurs de cette évolution assez forte du marché de l'emploi, quand même. Oui. Il y a déjà bien longtemps. Et est-ce que ça concerne notamment, parce que c'est un thème commun que j'entends et qui est fort chez nous à Primi, la communication digitale. Et qu'est-ce que ça veut dire la communication digitale aujourd'hui ?
et quels sont les métiers que ça recouvre concrètement? Alors, nous, c'est vrai qu'on a un pôle communication du coup qui est très très fort par rapport à d'autres pôles. Donc, ça regroupe vraiment des métiers très très larges au sein de la coopérative. Aujourd'hui, on est une quarantaine d'entrepreneurs, donc dont la moitié est déjà entrepreneurs salariés. En type de métier et d'activité, ce qu'on peut retrouver, des consultants en communication, des graphistes, des web designers, des designers UX. C'est vraiment très très large en fait. En type d'activité, on a des GRI, des sound designers. Donc c'est vraiment, en fait, c'est très, très, très varié comme type d'activité. On se rend compte qu'aujourd'hui, on peut se lancer comme indépendant dans plein de secteurs. Et donc, on peut en vivre. Marie, peut-être ton point de vue là-dessus, ça veut dire qu'il y a un vivier clairement de compétences, de gens qui entreprennent là-dedans. Est-ce qu'en face, il y a du boulot, et il y a des contrats, il y a de l'activité? Alors, je pense qu'en face, il y a du boulot. Je pense que c'est un boulot qui se développe énormément. Pour autant, en tant qu'entrepreneur, quand on est sur des métiers, je dirais à nouveau plutôt de l'ordre de l'exécutif, ça va pas forcément être très facile de développer son activité par soi-même. Enfin, je sais pas comment ça se passe pour vos sound designers et autres, mais c'est-à-dire que derrière, si on veut atteindre une qualité professionnelle, il y a aussi des besoins finalement en matériel, en assistanat, etc., qui fait qu'il faut quand même avoir un minimum pour que la qualité soit rendue. Par contre, sur des métiers de consultation dans le secteur de la communication, effectivement, là, la posture de l'entrepreneur, de l'indépendant va être la bonne parce qu'il va passer finalement d'un réseau à l'autre, d'un client à l'autre, et que lui tout seul finalement va pas générer l'activité de fabriquer, mais va être vraiment plutôt à l'endroit de la conception, quoi. Je pense que c'est des secteurs qui vont, qui pour l'instant effectivement commencent à aller vers de l'indépendance, mais nécessiteront aussi à un moment de se raccrocher à des structures un peu plus grosses. Je le vois chez nous, hein, c'est vrai qu'à la fois dans les 50 salariés, on a des profils qui sont dits génération Y, digital native, etc., qui n'ont pas forcément tout compris pour autant, voilà, qui ont encore besoin finalement de développer, comme vous le disiez tout à l'heure, leur aspect créativité personnelle et pas être dans des postures que exécutives, parce qu'à 20-25 ans, être en posture exécutive, ça va, mais quand on arrive à 30-35, on a envie d'autre chose, et si on n'a pas eu cette base fondamentale, finalement on a du mal à le trouver derrière. Et puis à la fois des gens qui sont plus âgés, qui ont déjà un parcours et qui ont aussi envie de se raccrocher aux nouveaux métiers, mais qui finalement apportent énormément aux structures. La consultation en communication a certes évolué, mais finalement les dynamiques, je pense, restent les mêmes dans l'appréhension du métier. Et donc en ça, je pense qu'effectivement, on a aussi des consultants seniors qui vont aller vers des endroits plutôt nouveaux sur l'image et qui vont apporter un savoir-faire ancien, finalement, et dont on a vraiment besoin aujourd'hui, je crois. Moi, je suis absolument d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le profil où on a dans l'entreprise quelqu'un qui est sur des fonctions d'exécution, mais il connaît très bien l'informatique, il connaît bien ses logiciels de base, il sait faire de la vidéo, il sait faire du montage. Il a trouvé son plafond de verre, parce qu'il est sur des trucs qui d'ailleurs ne m'a même pas valorisé. Et l'entreprise, dans sa transformation digitale à un moment, commence à en parler à ses salariés, et lui il va tilter, ou elle d'ailleurs, en disant « Ah ouais, mais moi ça m'intéresse ». Ok, alors tu pars en alternance, 14 mois, saisie SDAC, sur le titre 2 ou ailleurs, hein. Mais en UX Design, on n'est pas nombreux à faire ça en région PACA. Et effectivement, ça va te certifier ta compétence, ça va te mettre au niveau, mais tu as le prérequis. Et vraiment, ce que vous dites, c'est bien, parce que le digital, c'est aussi une manière maintenant, pour des gens qui ont quand même une petite base infographique, informatique, de s'accaparer une partie du projet d'évolution de l'entreprise en valorisant leur carrière. Aujourd'hui, on commence à avoir les outils pour faire ça, alors qu'avant, il n'y avait pas les outils pédagogiques, c'était tu vas te débrouiller. Tu vas faire 3 heures ici, 4 heures là. Alors, on connaît un mec aussi, il connaît bien et tout. Bon, tout ça est maintenant, heureusement, normé, codifié, surtout certifié dans les démarches d'évolution de la formation professionnelle. Donc, c'est, je dirais, de ce point de vue-là, très bien. Je finis par une deuxième idée, ne croyez, qui est un peu celle du début, mais tout ça va bientôt faire partie des notions de langage. On parle tous, on écrit tous, on sait tous compter ici. Pas de problème. Téléphone, on n'est pas nombreux à l'optimiser à plus de 50%. L'ordinateur à la maison, tout le monde n'accède pas à toutes les fonctionnalités.
Mais ce qui est en train de se passer, une des vraies évolutions de notre société, c'est que notre exigence d'usage normatif, non seulement de nos objets connectés, mais de nos environnements informatiques, va maintenant se développer très fortement. Autrement dit, on va plus ou moins tous commencer à devoir être bons. Et ça, c'est une nouvelle transition à l'ère de l'IA et de la data qu'on n'a pas vu arriver. Et une des conditions de la liberté, c'est de s'approprier le langage. Si on ne sait pas parler, si on ne sait pas écrire, on n'est pas libre. Vous en conviendrez tous, sur un plan philosophique, mais aussi sur un plan social. Contraintes dans lesquelles notre société va rentrer, va profiler l'évolution technologique et sociale, va nous obliger à tous à faire un effort important, aussi important que celui qui a été ma génération élevée, j'ai 48 ans, au papier et au crayon, avec le téléphone en bakélite à la maison. Le Minitel arrive à la maison, j'avais 9 ans, on regarde ça. Voilà. Et puis, bien des années plus tard, voilà, il y a l'évidence informatique parce que les PC sont pas chers, il faut s'y mettre. Et là, on rame parce qu'on apprend seul finalement et de manière totalement intuitive. Voilà. Donc on va retrouver vraiment assez vite ce saut important. Et même ceux qui sont nés là-dedans, même les jeunes, ne vont pas être plus à l'aise que des gens comme moi. Parce que la qualité, la méthodologie de l'appropriation va être quelque chose, à mon sens, d'assez sophistiqué. Rémi, un mot là-dessus peut-être? Oui, revenir sur la question des nouvelles technologies, parce qu'elle est parfois un peu obsédante. Et en fait, je crois qu'il faut aussi la ramener à sa réalité. Sa réalité, c'est que de toute façon, il n'y a pas d'alternative. Ça veut dire que les compétences techniques, les compétences technologiques, les savoir-faire, il n'y a pas d'autre possibilité que de les acquérir, de toute façon, quoi qu'il en soit. Donc, pour nous, c'est une espèce de socle auquel on ne peut pas se soustraire, tout simplement. Par contre, là où je pense que la question des nouvelles technologies devient intéressante, c'est qu'au fond, elle renvoie toujours, et là vraiment je suis complètement le point de vue de Stéphane, elle renvoie finalement à une question purement sociale, c'est-à-dire qu'il y a une question d'interaction entre les individus. C'est-à-dire que finalement, ces nouvelles technologies, elles ont induit quelque chose dont on entend parler tout le temps dès qu'on est dans la production, que ce soit lié à l'image, au design graphique ou à l'audiovisuel dont je m'occupe un peu plus, c'est la question de workflow ou la question de pipeline de production. C'est-à-dire qu'en fait, on s'intéresse à comment un acteur va pouvoir transmettre à un autre acteur un travail qu'il va pouvoir poursuivre, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à la finalisation d'un projet. Et ça renvoie au niveau des nouvelles technologies à une capacité très clairement de connaître comment on exporte des fichiers, de connaître les codecs, de connaître des choses qui sont extrêmement techniques et qui, sans ça, ne permettent pas de communiquer avec la personne qui va suivre derrière. Donc, les nouvelles technologies, finalement, elles renvoient à une obligation, finalement, au-delà du savoir-faire, du savoir-être. Et c'est ça que je voulais évoquer aussi, évidemment, parce qu'au niveau de l'université, c'est un point qui est tout à fait essentiel. C'est cette idée qu'on va agir sur les deux niveaux, à la fois des connaissances qui sont vraiment importantes, mais je crois qu'on est tout à fait dans les mêmes logiques, mais à la fois aussi dans une capacité à dialoguer avec l'autre. Mais pour ça, et là où je reviens aussi exactement sur ce que disait Stéphane, pouvoir dialoguer, c'est connaître ces outils. Sinon, il n'y a pas moyen de communiquer. Juste là-dessus, justement, connaître ces outils, c'est aussi aujourd'hui dialoguer avec des métiers qui sont en perpétuelle évolution. Et c'est vrai que là-dessus, la formation professionnelle, en tout cas, ou la formation continue telle qu'elle est abordée à l'heure actuelle à Urban, on a commencé par parler de chiffres, région PACA versus Paris. Aujourd'hui, la formation continue et décentralisée, ça va être maintenant la prérogative des régions. Et je pense que c'est important que les régions suivent aussi les opérateurs sur les nouveaux secteurs. En fin de compte, ça créera finalement un dynamisme dans les secteurs industriels si les opérateurs finalement de la formation continue peuvent continuer à accompagner les professionnels du secteur. Et c'est une condition sine qua non, sinon l'impact dans 5 ans sera le même qu'on a aujourd'hui, quoi. Juste un dernier point par rapport à ce que je disais tout à l'heure.
Non, je reprends en fait ta logique de pensée, puisque quelque part on est aussi ici dans une tribune, et je pense qu'effectivement les acteurs institutionnels ont un rôle là-dedans, parce que nous, par exemple, on peut très bien faire une analyse des besoins du marché et essayer d'apporter d'adapter nos formations pour qu'elles répondent au mieux à ces besoins-là. Mais à un moment donné, ce dont on a besoin, évidemment, c'est un surcroît d'activité. Et ce surcroît d'activité, il passe nécessairement par de la production déléguée, en particulier dans le domaine de l'audiovisuel. Donc c'est vrai qu'il y a une action croisée à mettre en œuvre. Et à un moment donné, il faut développer ce secteur-là. Nous, on peut monter des formations, on va le faire. On est en train de travailler avec la responsable du parcours métier de la production et de la réalisation pour faire intervenir. On a commencé à le faire justement avec des acteurs du PRIMI. Faire des formations sur les financements internationaux, les financements européens, comment on monte un projet, etc. Tous ces points-là, ils sont cruciaux, mais il faut effectivement qu'il y ait aussi un accompagnement pour qu'on ait un développement à ce niveau-là, et ça modifiera tout l'écosystème a priori. Oui, on voit très bien, et ça sera la conclusion, que toute cette évolution technologique, cette nouvelle économie, elle renforce le besoin de fédérer, d'animer, de développer tout cet écosystème et de l'accompagner dans ce mouvement. C'est ce qu'on essaie de faire modestement mais efficacement, j'espère, au niveau de PRIMI. Et c'est vrai que ce rôle un peu de passerelle, de lien et de moteur est essentiel et va l'être de plus en plus. Voilà, ça sera la conclusion. J'espère que tout ça a été intéressant pour tout le monde, à commencer par le public. Je vous remercie. On est arrivé au terme du temps qui nous était imparti. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous. Et merci à nos intervenants. Et on reste à l'écoute pour continuer le dialogue après la session de manière plus informelle.